Alors j'ai quelques objectifs sur cette présentation, évidemment. C'est des objectifs très personnels, vous allez voir. Mais avant, je vais me présenter. J'ai un peu d'expérience parce que j'ai des cheveux blancs, vous avez vu, donc c'est normal. J'ai évolué depuis 1996 dans l'ITSM, des projets de transformation à l'époque. On en rediscutera. Maintenant, c'est quelque chose d'assez classique. J'ai quelques passions. Le football, un club en particulier. Ne me jetez pas des cailloux pour certains d'autres supporters. Mais c'est ma passion. Mes objectifs. Ils sont assez simples. Le premier, c'est de vous garder éveillé pendant cette phase de digestion qui est quand même toujours un peu compliquée. Mon deuxième, c'est traiter un sujet et on en a vu toute l'expression ce matin, un sujet qui est important, qui est la condition essentielle de réussir un projet de transformation ou même simplement d'implémentation. Et pourtant, quels efforts on accorde à l'accompagnement, au changement, à la gestion du changement et toutes les variables que vous pouvez avoir autour de ce vocable. Autre écueil sur lequel j'ai essayé de ne pas me heurter, c'est de faire pratique. Parce qu'évidemment, il est facile d'être que théorique quand on aborde ces sujets. Alors le contexte, en discutant avec certaines d'entre vous, on parlait de transformation digitale. La transformation digitale, elle existe depuis 2004, 18 ans, presque 19 ans. C'est la première fois que le terme transformation digitale est apparu, c'est en 2004. Mais si je regarde finalement qu'est-ce qu'une transformation digitale, depuis que l'informatique est informatique, c'est digital. C'est des 0 et des 1. Jusque-là, rien de révolutionnaire. Mais pourtant, on a cette focalisation sur la transformation digitale. Enjeux stratégiques et techniques. Malgré tout, depuis qu'on est passé du mainframe au downsizing, du terminal 3270 à la tablette, c'est des enjeux stratégiques, métiers importants. Quoi de neuf ? Depuis que l'informatique existe, on se transforme. Le changement, je faisais un appel un peu provocateur, le changement est maintenant, mais le changement, c'est tout le temps. Demain, vous ferez un autre métier que celui que vous exercez. Demain, votre contexte technologique sera différent de celui que vous vivez aujourd'hui. Tout sera différent demain. Comment booster la vélocité de vos équipes IT ? Intéressant parce que finalement, si je regarde un peu dans le rétroviseur, mes managers qui faisaient des transformations, ils voulaient qu'on soit plus efficace, plus rapide, qu'on délivre plus avec moins. Là aussi, rien de nouveau. Alors, qu'est-ce que apporte la transformation digitale ? C'est le dernier titre qui m'a fait trouver finalement l'accroche, c'est se transformer. Et se transformer, c'est bien le mot. On a horreur d'être transformé. Mais on est prêt à se transformer. Le vocable est très différent. Pour un utilisateur, il est prêt à se transformer. Est-ce qu'il est prêt à être transformé ? Jamais. Et ne comptez pas sur un utilisateur pour accepter qu'il soit transformé. Ça ne marchera pas. Très bien. Les conditions pour cette, on va dire, voyage, je vais appeler ça un voyage parce que c'est assez juste. A fool with a tool is still a fool. Si vous ne pensez qu'outil, vous êtes sûr d'aller, je dirais, en dehors de votre cible, sûr. Et pourtant, on est tous câblés, autant que nous sommes, moi le premier, à parler d'outils.
On aime les outils, on aime faire du développement, on aime répondre avec un script, un développement très particulier pour le besoin du client qui a exprimé que c'était le plus important du monde. La capacité à dire non, c'est compliqué. Alors, il y a un triptyque qui marche, people, process, technology, dans cet ordre. D'abord, pensez à la personne, l'organisation. Quels sont ses besoins? Appliquer les nouveaux processus, les définir, les écrire. Quelquefois, on me dit « Ah non, il n'y a pas besoin d'écrire les processus ou de les décrire, on va mettre ça dans l'outil. » Intéressant. Qu'est-ce qui se passe dans 5 ans? Pourquoi on a fait telle implémentation? Personne ne sait. Donc il y a quand même un besoin d'avoir ou d'aborder en tout cas ce triptyque et effectivement un acte technologique, il est sous-entendu par une organisation, des personnes qui exécutent un certain nombre d'actions qui sont ou pas d'ailleurs dans un processus, on peut les imaginer en dehors, et puis la technologie vient au service de ces personnes, de ces organisations par rapport à un contexte processus défini. SAFe, c'est un ensemble de processus. Et si on me dit « Ah non, non, l'agilité, excusez-moi de l'expression, c'est un bordel ambiant », ça ne va pas marcher. Il manque quelque chose. Qu'est-ce qui peut manquer sur ce triptyque? Allez. Transition? Non. Quelque chose qui donne un cadre. Je vous ai aidé. Culture, c'est important. La gouvernance. Parce que la gouvernance, je ne la vois pas. Alors après, on pourrait la mettre dans People, mais c'est différent. Comment on travaille sur l'accompagnement au changement à différentes définitions. C'est accompagnement au changement, management of change, change management. On retrouve l'accompagnement au changement, je trouve que c'est une bonne traduction en regard de notre culture française. C'est bien d'accompagner au changement. Et comme le changement, c'est tout le temps, la première des choses, c'est mener ce changement. On revient sur une définition qui a été introduite par Odile en tout premier sur le leadership. Si on ne montre pas là où on veut aller, si on ne montre pas une direction, assumer, important ça, ce qualificatif, assumer, communiquer, pérenne, cette vision, si on ne l'a pas, si elle n'est pas exprimée, ça va être compliqué pour les gens qui vont devoir vivre et s'inscrire dans ce changement, qui vont devoir être soit poussés, c'est un peu comme en montagne, vous savez, des fois en montagne, il y a des passages difficiles, et si vous avez fait un peu de randonnée avec des groupes hétérogènes, il y a des gens, il faut les tirer, il y a des gens, il faut les pousser, il faut les motiver, au contraire, il faut leur dire « baisse un peu, tu vas trop vite, sinon mon groupe il va s'étirer, 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 et c'est pas bien. » Donc rappelez-vous, mener, pousser, tirer. Si vous avez ça en tête, vous pouvez comprendre les réactions des gens et à quel moment vous devez tirer, pousser ou mener. Vous allez me dire, Philippe, c'est assez théorique ton histoire. Pourtant, c'est la réalité. Alors, Odile a cité Jean-Paul Cotard. Alors, ça m'a fait très plaisir parce que finalement, c'est quelqu'un que j'ai lu il y a très longtemps. Et alors, il a l'avantage d'avoir écrit récemment un ouvrage sur l'agilité, mais en fait, son premier ouvrage, je crois que son principal ouvrage, c'est celui-là, Leading Change. Et alors, c'est Why Transformation Effort Fails. Ah, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Il va nous expliquer pourquoi ça échoue. Très bien. Je vous laisse réfléchir sur l'année à laquelle il a pu écrire ça. Alors, ce qu'il dit, finalement, et c'est toujours vrai, c'est que ça demande du temps.
Or, nos managers n'ont pas de temps. Et nous n'avons jamais assez de temps. Donc il y a un petit hiatus. Une transformation, ça demande du temps. Ça s'inscrit sur la durée. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de résultats. Et je verrai pourquoi on peut avoir des résultats malgré tout. Il faut les chercher. Il faut les identifier. Mais on peut avoir des résultats. Et ce qui est terrible dans l'analyse de Kotter, c'est que finalement, si on fait une erreur à n'importe quelle de ces phases, on sait qu'on va ralentir l'appropriation du changement. N'importe quelle de ces phases, je diminue l'acceptation du changement. C'est risqué. C'est inhabituel. Vous êtes à la fois victime et provocateur de ce changement. Quand vous êtes chef de projet PO, PM, vous êtes victime et acteur de ce changement. Ça va demander du temps, des efforts inhabituels de communication, de formation, de plan de développement, d'identification de ces leaders. On parlait de leadership. Où sont mes leaders? Où ils sont dans l'organisation? Est-ce que c'est forcément un manager qui est un leader? Est-ce que ce n'est pas plutôt un DPO qui est finalement très leader? Ou est-ce que ce n'est pas un process owner, si je fais référence à l'ITSM, qui est un vrai leader? L'année, allez, qui se lance? Il n'y a rien à gagner, rien à perdre. C'est ça qui est bien. Allez, allez, soyez pas timides. Non, un peu plus tard. Un peu plus tôt. Et pas loin, là. Un peu plus tôt. 95. 95, tout était dit. Alors, tellement tout était dit qu'il l'a écrit, évidemment. Donc, oui, parce que sinon, c'est pas drôle. La première chose, on en parlait à la pause, créer le sentiment d'urgence. Imaginez-vous vouloir faire bouger une organisation sans qu'il y ait un sentiment d'urgence de créer par le top management. Je suis sûr que personne ne bouge si je ne vous dis pas « il y a le feu ». Vous voyez? Ou si je vous dis il y a un événement extrême, si je fais une annonce simple, douce, délicate, je pense que personne ne va bouger. Donc la première réellement moteur, d'ailleurs c'est même le seul moteur, ensuite c'est que des moyens à mettre en œuvre. Le seul moteur que vous avez, c'est créer un sentiment d'urgence. Pourquoi le faire? Et pourquoi, si on ne le fait pas, on meurt tous? Le sentiment d'urgence, c'est ça. Pourquoi on le fait? Et pourquoi, si on ne le fait pas, on meurt tous? C'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas une question de laboratoire ou de... Non. On a une bonne raison de le faire, et si on ne le fait pas, on meurt tous. C'est ça le sentiment d'urgence derrière. Alors après, il y a différentes façons de mourir. Pour une organisation, c'est être externalisé, c'est voir apparaître un fournisseur tiers qui prend tous les postes. C'est arrivé, je pense à un client en particulier. Et ça, c'est une mort. On disparaît. On est absorbé dans la structure. OK ? La coalition, c'est ni plus ni moins que cette histoire de leadership. Où sont vos leaders ? La coalition, c'est l'équipe qui va soutenir le changement du début à la fin et qui va être pérenne. Mot important, pérenne. Elle est là du début à la fin. Elle n'est pas là au début pour faire un petit speech, puis après s'en aller. Elle est là du début à la fin. L'ensemble des leaders sont là du début à la fin. Gouverner, c'est prévoir, donc il faut une vision. Ça a été dit. Si on n'a pas de vision, on ne sait pas où on va mener les gens. Il faut qu'il y ait une vision technique, organisationnelle, de process, de rénovation, qui soit exprimée, qui soit claire, compréhensible par tous,
du top management aux développeurs ou du top management aux responsables d'opérations dans un data center. Évidemment, si on a développé la vision, on a son équipe de leaders qui est là du début, qui est engagée, qui sait ce qu'elle va faire, évidemment, il va falloir communiquer. Le problème avec la communication, ça a été dit, il faut embarquer la DRH, l'entité de communication, bien sûr. Et puis, surtout, il va falloir communiquer au bon moment, aux bonnes personnes. On n'a pas le même message à des équipes qui sont en bas, en haut, au milieu. On n'a pas le même message à quelqu'un qui va perdre son job, parce qu'on sait qu'il va perdre son job. Donc, il faut assumer ce rôle-là. Évidemment, ensuite, le point 5, il est simple. C'est si on a réuni déjà ces 4 conditions, on peut engager les gens dans l'action. Ils savent où ils vont, ils sentent qu'ils sont soutenus par des leaders, ils ont compris le message, pourquoi on y allait, comment on y allait. Donc, normalement, le mouvement s'enclenche, il faut nourrir ce changement, il n'y a pas de choses très nouvelles, je parlais de quick win. Quels sont les éléments qui vont faire que vous allez gagner un petit peu? Une équipe, un produit, peu importe, la taille, un process, si on est dans de l'ITSM. Qu'est-ce qu'on va gagner? Je vais passer, vous pourrez m'interroger sur... On va faire un peu de physique, plus, moins. Alors vous allez me dire, il est devenu fou, Philippe. Il fait de la physique sur l'accompagnement au changement. Le plus, ça représente évidemment le côté positif, et c'est quel est le niveau de relation positive que vous avez avec une autre organisation que la vôtre, ou un autre département, ou un autre service. Je vous demande simplement de penser dans votre structure, là, dans votre tête, quelle est l'organisation avec laquelle vous avez un niveau d'interaction positif. Négatif, quelle est l'organisation qui vous fatigue tous les lundis matins? Oui. Là, je pense que je vois des sourires, ça doit réfléchir. Oh, ils sont pénibles, ils comprennent rien. Vous voyez? Vous les avez bien en tête, ces gens-là? Oui, c'est bon? Vous les avez? Après, vous avez le neutre. Or, neutre, bah, c'est neutre, quoi. C'est comme en physique, il n'y a rien, quoi. C'est bien, il n'y a rien. Donc, imaginez les gens avec lesquels vous travaillez, mais sur lesquels vous n'avez rien. OK? Maintenant, je vais vous demander, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus dangereux? Le plus, le moins ou le neutre? Alors, qui vote plus? 1, 2, 3. Qui vote moins? Un peu plus de mains qui se lèvent. OK. Qui vote neutre? Oula! Très bien, vous avez compris l'exercice. Neutre, c'est très dangereux. Très, très dangereux. C'est des gens avec lesquels vous travaillez et sur lesquels vous n'avez aucune relation. Expliquez-moi comment vous pouvez travailler, collaborer avec ces gens-là. Ça va être compliqué, hein, il va falloir faire ami, 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 ami. Hein. Ouais. Et c'est pas facile de faire ami, 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 ami. Hein. On a beaucoup de choses à se reprocher, même pas à se reprocher, à plus se voir. C'est comme l'amour, ça. Enfin bref, on va avancer. Alors, finalement, un projet d'accompagnement au changement, c'est un projet comme un autre. Il a des étapes, ou des domaines, de manière plus exactement. Okay. Premier, mobiliser, maintenir le leadership. Je ne reviens pas dessus, on passera assez vite. Hein. Gérer les différentes parties prenantes. Bah, c'est l'histoire du plus et du moins. Où sont les gens qui sont positifs? Où sont les gens qui sont négatifs? Tout le monde était d'accord pour dire le plus dangereux, c'est les neutres. Mais ils sont où? Ils se cachent où? Est-ce qu'ils sont dévoilés? Définir sa stratégie et son planning, c'est certainement la deuxième étape après la constitution de son leadership. On va voir communiquer, engager et bien sûr mesurer, piloter, parce que c'est un projet comme un autre et il a besoin d'indicateurs et de s'adapter en fonction du contexte. Okay. S'il y avait une question, n'hésitez pas.
On est entre nous, il n'y a pas de souci. Alors, le leadership, souvent on dit c'est quelque chose de naturel, le leadership. En fait, pas du tout, ça s'apprend. Apprendre à communiquer, apprendre à comprendre les réactions des gens, apprendre à décider, ça s'apprend. Alors évidemment, c'est compliqué de passer, on va dire, d'un rôle obscur à un rôle de manager, mais ça s'apprend. Il y a plein de formations pour le faire. Mais ici, ce qui va être important, c'est identifier la cartographie de ces leaders. Ils sont où mes leaders? Donc, ne cherchez pas des managers. Vous avez des managers qui sont des très très mauvais leaders. Donc, oubliez-les. Il n'y a pas de responsabilité hiérarchique par rapport à la constitution de son équipe de leaders. Il faut oublier ce modèle. Compliqué, mais il faut l'oublier. Et par contre, il faut l'identifier pour que vous ayez des relais tout au long du projet. On se rappelle, c'est un projet long, pénible. Donc il va falloir des gens qui relaient régulièrement le message, la vision, qui soient convaincants, qui sachent communiquer, qui sachent fédérer des énergies. Et ça, ce n'est pas tout le temps. Une fois que son réseau est constitué, il faut les assister aussi, ces leaders. Alors comment on fait? Alors déjà, on identifie parmi ces équipes, au plus haut, les gens qui sont capables de porter la vision. Elle n'est pas encore définie, mais il va falloir qu'ils la portent. Et comme je le disais, ça s'apprend, donc il y a des formations pour assurer du leadership, pour savoir communiquer, à quel moment, comprendre que les intérêts d'un groupe, c'est plutôt, je ne sais pas, le pouvoir. Donc il faudra donner du pouvoir à certains. Contrairement à ce que disait Odile d'ailleurs, maintenant le pouvoir, il y a des gens qui marchent à ça. Ils marchent au pouvoir. Donc il n'y a pas de raison de ne pas leur en donner. C'est leur moteur. Si en plus ils peuvent être utiles à votre projet, pourquoi vous allez vous refuser ça? C'est un cadeau. D'autres qui sont plus dans le travail collaboratif avec des équipes, prenez-les. Ça peut être des très bons leaders. Ils ne sont pas managers pour autant. Donc assistez-les surtout parce qu'ils vont être au front. Le petit monsieur, il tient le drapeau, vous voyez, il tire, c'est super. Bon. Les projets dans vos structures ou dans nos structures, je parle dans nos structures parce qu'on va connaître un gros changement chez Valiantis en interne par rapport à la gestion de projet, etc. Donc, voilà, je me mets dedans, on est dedans. Comprendre le contexte du changement. Quelle est l'histoire des projets dans votre structure? Quelles ont été les réussites, les échecs de vos projets il y a 5 ans ou 4 ans? Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quels sont les traumatismes que les gens ont dans leur tête? Ah, c'est encore machin qui s'occupe de la transformation. Ah, laisse tomber, on va dans le mur. Ça vous rappelle pas une petite musique? Hein? Donc déjà comprendre ce qui s'est passé et éviter de recommencer, quoi, tant qu'à faire. Hein? Identifier les impacts attendus, les impacts sur l'organisation, les impacts sur les personnes. Évidemment, on parle de la transformation, de l'agilité, le développeur, peut-être qu'il va être perdu, peut-être qu'il ne va pas être perdu, mais que dire du manager d'équipe qui avait l'habitude de contrôler? Je vais me remettre dans mon activité un peu quotidienne, mais voilà, de faire sa réunion hebdomadaire, savoir ce qui se passe, etc. Ça va être le jour et la nuit pour lui. Quels sont les risques même d'implémenter ce projet? Donc, où sont mes risques? À partir du moment où je sais ce qui s'est passé, quels sont les risques liés à ce changement, je peux aussi évaluer, est-ce que les gens sont prêts ou pas prêts? On a l'impression que souvent, non, voyez, c'est décidé. Mais décidé de qui, de quoi? C'est pas parce que vous avez décidé ou que quelqu'un a décidé qu'on mettait tel produit que ça va rentrer. Peut-être qu'il faut savoir s'ils sont prêts, tout simplement. Donc après, on est dans les activités classiques de gestion de projet, un planning, des milestones, regarder où ça avance, etc.
Ah, les parties prenantes. On a parlé du plus et du moins. Ben évidemment, certaines équipes vont être favorables. Elles seront plus. Elles vont être debout tout de suite. D'autres vont être dans la grogne et vous allez les identifier très vite, ceux-là. Ils vont s'exposer très vite. Puis il y en a d'autres, ils vont rien dire. Ils vont dire ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est quand les ateliers? Ouais, j'y serai. Très bien, super. Puis après, ils vont participer aux ateliers. Ouais, c'est pas mal. Puis à la première occasion sur laquelle ils pourront mettre un grain de sable dans le projet, ils vont se dévoiler. Première occasion. En général, pour des projets d'implémentation technologique, c'est aux UAT. Ah mais non, c'est pas ce que je veux. Bah. Ah non, c'est pas ce que je veux. Ah, c'est pas ce que je voulais. On s'est pas compris. Ah mince. Ben, ça fait 6 mois qu'on en parle. Ah oui, mais là, je vois ton produit, donc non, c'est pas ce que je veux. Ah ben, vous ne l'avez pas vu venir, mais il vient bien quand même s'inviter au repas, et voilà. Hein. Et là, c'est la soupe à la grimace plutôt. Quoi. Donc s'assurer de l'engagement des parties prenantes, évidemment, c'est important. Il faut communiquer au bon moment, il faut faire des actions correctrices. Il faut que les leaders soient là au bon moment. C'est pas simplement un kick-off, un leader qui vient, j'appelle ça, comment on appelait ça? Des sponsors. Ah oui, les sponsors. Ça, c'est le mot que j'ai horreur. Alors, on a un sponsor sur le projet. Alors, la belle affaire. Là, en général, il n'y a rien qui va se passer, dit. Donc, communiquer, engager, tout ça, ça va être des mécanismes réguliers. Je vois que les gens rigolent, mais c'est grave si vous rigolez, en fait. Mais bon. Donc, le modèle gagnant-gagnant, c'est un modèle que vous allez développer avec vos leaders. Les leaders, ils sont là pour identifier justement avec les gens qui sont neutres. Les gens qui sont neutres, ils peuvent basculer négatif ou positif. Donc, les gens qui sont négatifs sur un projet, vous ne les changerez pas. Les gens qui sont neutres, ils peuvent basculer. Ils ont une chance peut-être de basculer. Donc il va falloir les engager, les convaincre. On ne peut pas imaginer, le chef a dit, le sponsor il est descendu, donc c'est bon. Ça ne marche pas comme ça. Donc il faut faire des efforts. Il faut former, je vais insister sur le plan de développement et la formation. C'est différent. Plan de formation, déjà, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est le plan de formation? Est-ce que c'est simplement un plan de formation à l'outil? Est-ce que c'est un plan de formation par rôle à l'intérieur de l'outil? Un peu plus. Est-ce que c'est une formation par rôle, par exécution du process? Est-ce que c'est une évangélisation au produit? Là, je peux décliner à l'infini. Déjà, rien que sur le plan de formation technologique, il y a du boulot. Mais après, si je prends le raisonnement du plan de développement, si je suis vraiment dans une transformation, à quel moment les gens sont formés sur des principes utiles? À quel moment les gens qui prennent l'action de gérer un process sont formés? À quel moment, quand je fais de la transformation CF, les PO, les PM, sont internalisés et pas externalisés comme on voit souvent? Mais pourquoi externaliser quelque chose que vous devez pérenniser? Alors au début, je peux comprendre, il n'y a pas les compétences, mais à la fin ou au milieu, ça doit être que des personnes de chez vous, quoi. C'est pas possible. Bref. Mesurer, piloter. Ça, c'est intéressant parce que souvent, on se dit, voilà, j'ai lancé le projet d'accompagnement au changement, ça roule. On se revoit au plan de formation ou aux communications, un peu d'événements. Il y a un élément sur lequel je n'ai pas insisté, qui me semble important, célébrer les succès. Je parlais de quick win, mais un quick win, ça doit être la fête. Hein. Même un quick win, c'est la fête. Donc évidemment, vous allez devoir adapter, calibrer vos efforts de communication, de formation, à quel moment?
Ah, c'est pas si simple, Philippe. Eh non, c'est pas simple, parce qu'il faut à chaque fois réfléchir à quel moment je vais piloter et faire des efforts. C'est pas simple. Alors pourquoi Valiantis? Je ne sais pas si je suis à l'heure ou pas à l'heure en fait. Je n'ai pas regardé du tout. Donc c'est pas trop mal. Pourquoi Valiantis? Catalogue de formation, vous le connaissez, ça c'est bon. Constitution de programme d'outboarding, on a développé au sein de Valiantis une pratique d'onboarding de nos consultants qui dure assez longtemps, avec des exercices pratiques, des jeux de rôle. C'est-à-dire un consultant chez Valiantis, il n'a pas la formation et après il va chez vous. Ça ne marche pas comme ça. Alors souvent les consultants ils me disent « Ah mais non Philippe, t'es dur, j'ai rien compris à ce que tu m'as dit. Ah oui mais tu m'as dit l'inverse de ce que tu m'as dit il y a 2 semaines. » Bah oui, comme un client normal, quoi. Bah oui, il a changé d'avis, il a le droit, après tout. Donc, il y a ces jeux de rôle et ces programmes d'onboarding qui sont intégrés. Création de contenu, on a fait chez quelques clients la création du contenu. Je pense à un client, je ne sais pas s'il est dans la salle, je crois qu'il était représenté, mais je ne sais pas s'il est là, où on a développé du contenu simplement pour que les gens appréhendent Confluence, Jira, qu'ils sachent par rapport à leur rôle, quoi faire, comment le faire, répondre à des questions stupides, mais qui ne sont jamais des questions stupides. Donc tous ces mécanismes qui permettent de s'approprier une solution, une fois qu'elle est définie. Mais ça, c'est un élément indispensable. N'imaginez pas que votre transformation se finit le jour où le projet se finit. Ça continue, c'est le début de l'histoire. Vous ne faites pas, je ne sais pas, la mise en place de JSM ou de Jira-Align pour 2 ans. C'est pour plus. Donc il faut bien l'entretenir, ce petit jardin sympathique. Capacité à piloter, on a des chefs de projet, des directeurs de projet. Alors on est bien placé pour savoir comment ça marche, quoi. Parce que en fait, toute notre SI est basé, ou pratiquement tout, est basé sur les solutions Atlassian. Alors des consultants, c'est aussi une caractéristique peut-être, mais je crois que même sur l'équipe de Toulouse, c'est comme ça. On a des gens qui ont été managers. Et ça, c'est une richesse parce qu'ils perçoivent, au-delà d'un besoin technique, fonctionnel, etc., ils perçoivent quels peuvent être les enjeux. Souvent, je dis aux consultants, vous devez avoir un avis, une recommandation forte, une conviction. Évidemment, elle peut aller à l'encontre de ce que veut faire un client. Mais en général, c'est pour le bien du client. Je vais prendre un exemple. Si un client souhaite faire un développement scriptpreneur, pour ne serait-ce quel besoin, peut-être que la question à se poser, êtes-vous sûr de vouloir faire ce développement et serez-vous en capacité demain de le maintenir et de maintenir les données afférentes à ce développement? Déjà, se poser la question, c'est donner la réponse. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Monsieur Gadresse de Delgaris, vous formez vos collaborateurs, mais quel est le gage de qualité? Par exemple, imaginons moi, un client, j'ai proposé une panoplie de collaborateurs. Quel moyen j'ai de comparer ce que vous êtes en train de dire? Parce qu'il y a des commerciaux qui vont essayer de vendre un Alors, je vais répondre. Un service qui n'est pas un service n'est pas un service. C'est-à-dire que quel que soit le consultant que vous avez en face, l'essentiel, c'est qu'il réponde au service dont vous avez besoin. C'est le meilleur gage. Après, on ne place pas du consultant, c'est-à-dire qu'on n'est pas une ESN classique. On intervient souvent sur des projets, des contextes particuliers. On ne place pas à l'année. Dans quelques profils, on le fait, mais c'est assez rare. Donc, l'adéquation, elle se fait souvent parce que vous connaissez déjà le consultant. On essaye à chaque fois, justement pour minimiser les changements dans les organisations, on essaye de mapper, je dirais, l'expérience déjà acquise sur un client.
Quelquefois, ça peut ne pas marcher, bien sûr, parce qu'on est dans l'humain, la personne ne peut pas avoir forcément le fit, l'adéquation par rapport au contexte, etc. Donc je ne prétends pas qu'on ait toujours 100% raccord par rapport au contexte, à la demande, etc. Mais les gens sont, on va dire, qualifiés en général par rapport à ce que la moyenne de nos clients demande. Évidemment, ça peut arriver que ça ne marche pas. Oui. Question d'un novice, l'utilisation de Postman. Est-ce que vous, Atlassian, Je ne suis pas Atlassian. vous allez dans des sociétés sur lesquelles l'utilisation Oui. 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 Il faut bien voir que la formation, c'est pour moi, à la limite, le dernier élément. On fait des sessions de coaching, on fait des sessions de présentation, bien sûr. D'autres questions? Soyez pas timides. Je mords pas, je mange pas. Rarement. Très bien. Merci Philippe. Merci pour cette présentation. Valiantis. Lead the way.